Meherio Para, bonsoir. Bienvenue, merci de venir sur notre plateau ce soir. Alors hier encore, vous étiez à bord du bateau familial en train de dériver. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Très bien. Votre frère, il a peut-être plus de mal à retrouver ses esprits? Oui, il n'est pas venu ce soir parce qu'il n'a pas encore récupéré de notre dérive. Hein. Il est beaucoup fatigué. Comment ça s'est passé à bord? Vous avez senti vraiment la protection de votre grand frère? Ouais, c'était plus qu'une protection. Hein. Je sais pas comment expliquer. Il a assuré jusqu'au bout. Du début à la fin, il a jamais baissé les bras. Il me montrait pas qu'il était fatigué. C'est vraiment un champion. C'est pas... Alors comment ça se passait concrètement à bord? Est-ce que vous manquiez d'eau? Est-ce que vous aviez tout? Les 3 premiers jours, on avait ce qu'il faut. Et bien sûr, au bout du 4e jour, on n'avait plus beaucoup d'eau potable. Du coup, on attendait la pluie. Et on avait de quoi encore se nourrir suffisamment. Mais pas assez pour plus longtemps, quoi. Hein. Vous avez dû vous rationner? Oui. C'est-à-dire, comment ça se passait concrètement? Par exemple, pour l'eau, mon frère ne buvait vraiment presque rien. Il me laissait tout. Ça, on était obligé de faire attention à l'eau. Encore la nourriture, on s'inquiétait pas trop. C'était vraiment l'eau qu'on avait besoin. On avait besoin de s'hydrater. Il faisait chaud, il faisait froid. C'est ce qui était le plus difficile à supporter, c'est ce manque d'eau? C'était ce manque d'eau. Là, hier matin, c'était dur. On n'avait plus rien. Notre dernière gorgée, c'était dimanche à 14h. Il n'y avait pas de pluie. Donc on a prié, on a demandé à ce que la pluie tombe. Et elle est tombée. Du coup, on a récupéré l'eau qu'on pouvait par tous les moyens du bord. On a pu avoir un tout petit peu, mais c'était suffisant quand même pour rester en vie, quoi. Hein. Alors comment ne pas céder à la panique dans cette situation? C'est la confiance et on était vraiment soudés avec mon frère. Il n'y avait pas de... Vous êtes la petite dernière dans la famille. Vous êtes 4 enfants. Oui. 3 sœurs et un frère. 2 frères. 2 frères. Un qu'on a donné à adopter. Et, 4 sinon. Ce qui était le plus difficile, voilà, c'était ça. C'était l'eau, c'était... Restez avec nous, Meherio. Nous sommes intéressés évidemment à la réglementation en vigueur. Les plaisanciers, tout comme les pêcheurs professionnels, doivent avoir à leur bord un minimum de matériel de sécurité. Obligatoire bien sûr, les gilets, fusées, boussoles et VHF. En revanche, les balises de détresse ne sont pas obligatoires. Elles pourraient cependant sauver des vies et surtout éviter de longues et coûteuses heures de recherche. Laurence Pourteau, Hirotero-Rotoa. Comme chaque matin, l'amant Manarani embarque pour sa journée de pêche. À bord de son petit marara, son équipement de survie réglementaire, mais aussi dans cette boîte étanche, un GPS et surtout une balise de détresse. Ces 2 éléments de secours ne sont pas obligatoires, mais ce pêcheur professionnel les embarque systématiquement. Ça va rendre les choses plus faciles avec une balise de détresse, vu que ça, les pêcheurs professionnels, ils naviguent beaucoup et ils vont loin aussi pour chercher le poisson. Parce que le poisson, maintenant, il se fait de plus en plus rare et les pêcheurs ont tendance à aller beaucoup plus loin. Et en fait, c'est ça en fait, le danger. Cette balise, les sauveteurs en mer et les fédérations de pêcheurs se sont battus pour en faire baisser le prix afin que tous puissent l'avoir à bord. Ce système unique permet en effet en 3 minutes, grâce aux satellites, de détecter et de localiser n'importe quel bateau en détresse. C'est le seul moyen, il n'y en a pas 36, c'est le seul moyen de positionner quelqu'un. Donc, quand on le positionne, on ne le recherche plus. À partir de là, les coûts de recherche sont complètement anéantis. Vous rappuyez dessus 5 secondes,
J'ai promis aux pêcheurs qu'il faut que le bateau soit équipé des balises. Par rapport à avant, c'était, je sais pas, dans les 160 000, une balise, 160 ou 60 000, je crois. Ouais, c'est pas bien. Mais maintenant, à 27 000, c'est rien. 27 000 pour sauver une vie, ça coûte rien. Du côté des autorités, avant de rendre obligatoire ce dispositif, on fait d'abord appel au sens civique des usagers. Tout durcissement de réglementation reste quand même de la prise de conscience de la population, de sa culture du risque. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un plaisancier ou un professionnel de prendre un matériel supplémentaire? Certains le font, d'autres ne le font pas. C'est une question aussi de responsabilisation de chacun. En 2015, le GRCC, l'organisme chargé des secours en mer, a déclenché 363 opérations d'assistance à des bateaux en détresse, soit près d'une par jour. Meherio Para, merci d'être encore une fois de partager votre expérience avec nous. Alors, il y a une semaine exactement, vous quittiez donc Huahine avec votre frère Laurent. Vous avez ramené le bateau de votre papa. Que s'est-il passé ensuite? Vous avez rencontré un problème de cap. Oui, c'est ça, effectivement. On s'est rendu compte au bout de 3 heures qu'on ne voyait pas Meio. On avait prévu de prendre ce cap. Et ne voyant pas l'île, on s'est dit... mon frère a pris la décision de remonter sur Tahiti. Donc il a pris le cap de Tahiti. Et pareil, au bout de 4h30, on voyait toujours pas Tahiti ni Moorea. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de s'arrêter pour économiser le carburant. Et pas de moyen de joindre par VHF ou... Non, on était hors zone, complètement. Ouais. On était trop loin. J'imagine que vous n'avez pas encore pris tout le recul nécessaire après cette expérience, mais tout de même, en termes de matériel, est-ce que vous serez plus prudent dorénavant? Parce que vous tenez à retourner sur l'eau, sur la mer. Oui. Vous avez le sentiment d'avoir été imprudent ou alors, voilà, c'est... imprudent, je sais pas. En termes de matériel, préparation de matériel. En termes de matériel, peut-être qu'on n'a pas assez vérifié ce qu'il fallait vérifier. Ensuite, ces choses, ça se prévoit pas. On part toujours positif. On pense pas à ce genre de choses, mais si je peux donner un conseil, au moins prendre de l'eau, le maximum d'eau qu'on peut. C'est vraiment important, l'eau et la nourriture. Vous avez vu le gardien passer au-dessus de vous. Comment vous avez vécu ce moment? On n'est pas certain que ce soit le gardien. Vous n'êtes pas sûr? Voilà, on n'est pas sûr. C'est sûr que quand on a vu cette lumière passer au-dessus de nous, c'était l'espoir. On était vraiment contents. On a essayé par tous les moyens d'appeler, mais on ne nous voyait pas. On s'est dit, c'est pas grave, on continue, on lâche rien. Peut-être que demain, ils vont revenir. Donc on sait pas, on n'est pas resté sur ça, on a continué notre dérive, on a monté. En tout cas, vous avez dit avoir senti les gens, la solidarité à terre. Oui, d'ailleurs ils ont été vraiment nombreux, toute la Polynésie, la France, partout. On a ressenti cette chaleur et cette force parce qu'on était quand même déshydratés, on sentait dans notre corps que c'était dur à se lever, mais vous avez moralement... perdu connaissance? Non. Mais moralement, le moral était là, c'était fort, c'était vraiment fort. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, un petit mot? Je voudrais remercier le JRCC, Monsieur Tehari Alpha et son conseil municipal. Le maire de Tevayuta? Oui, le maire de Tevayuta. Monsieur Elakot Stanley, mon oncle Georges Moari, tous les amis, la famille, de près ou de loin, et toute la Polynésie, et surtout un grand merci à Barbu, celui qui vous a trouvé, au DCP de Papara. Oui. C'était pas plus tard qu'hier. Lui, Barbu, sa femme, et Sanseira et Patitia aussi qui nous a ramenés. Un grand merci à ces bonhommes. Merci beaucoup, Meherio Para. Merci.